On reçoit un auteur américain, Gerald Friedman, qui effectivement est un historien de l'université de Amherst. Et une petite parenthèse, on a un ami américain, entre autres amis américains, ici à la Fondation Gabriel Péri, qui réside lui à Amherst, mais sa femme est prof à l'université d'Amherst, c'est Marc Kesselman. Donc, Amherst, c'est dans une certaine mesure un lieu symboliquement fort, en tous les cas pour la Fondation Gabriel Péri. Amherst, c'est dans le Massachusetts, bien sûr. Donc, en fait, on le reçoit avec d'autant plus de plaisir, c'est que l'ouvrage La Grève en exil, qui a été coordonné par Jean-Christian Vinel, qui est à sa droite, est un ouvrage qui en fait tourne autour de ses travaux, et notamment de ce qu'il nous dit sur des analyses sur la longue durée et comparative au niveau international entre l'évolution des syndicalismes américains, mais aussi de plusieurs grands pays européens. Il nous expliquera cela en même temps qu'il nous parlera, j'en suis presque certain, de la France ce soir. Alors, parallèlement à Jean-Christian Vinel, qui lui a coordonné cet ouvrage, qui est un spécialiste de l'histoire politique et sociale aux États-Unis. Il vient de publier d'ailleurs un ouvrage, mais qui a été directement, j'allais dire, traduit en américain. Non, il est publié en américain, The Employee in Political History. Donc, qui évidemment a coordonné cet ouvrage. Alors cet ouvrage, il sort en partie d'un séminaire qui avait été organisé à Paris 7, oui. Paris 7, mais il a été La Grève en exil, on sort. Auquel avait participé Gerald Friedman, c'est là où j'avais eu l'occasion et le plaisir de le rencontrer. Donc oui, je vais juste présenter l'ouvrage en quelques mots. C'est donc un ouvrage qui est sorti au mois de décembre et qui est le fruit d'une collaboration avec Jerry, d'une rencontre avec un éditeur, en l'occurrence Arbre Bleu, Éric Bellouet, qui est ici, et d'un livre. Donc la collaboration avec Jerry, c'est une collaboration qui remonte maintenant à une dizaine d'années et qui est véritablement, j'en suis très heureux, un échange sur les rapports entre travail et démocratie aux États-Unis depuis la fin, et en France en fait aussi, depuis la fin du 19e siècle. En fait, on partage pas mal de questionnements et on a poursuivi cette collaboration via, entre autres, la revue dont il a la charge, qui est une grande revue d'histoire du travail et d'histoire politique aussi, qui s'appelle Labor History. Donc derrière cet ouvrage, il y a d'abord sans doute cette collaboration et la chance que je crois d'avoir tôt dans mon travail rencontré Jerry. La deuxième chose, c'est un livre. Alors un livre assez intéressant, qui est le livre que Jerry a publié en 2007 et qui s'intitulait Reigniting the Labor Movement, relancer, rallumer le mouvement ouvrier, dont je vais dire quelques mots, et qui avait donné lieu donc à une journée d'études à laquelle plusieurs d'entre nous avaient participé. Et cette journée d'études avait suscité l'attention d'Éric Bellouet, qui avait proposé d'en tirer un livre. Et c'est ce que nous avons fait tant bien que mal. Alors le livre de Jerry est un livre au titre trompeur, comme il le disait dans l'un de ses articles récemment, parce qu'en fait il n'y a rien sur le renouveau du mouvement syndical dans ce livre, qui s'appelle vraiment Relancer le mouvement syndical américain. C'est un livre qui porte sur le déclin syndical, ça c'est vrai, et qui c'est ce qui me semble important pour lancer la discussion aujourd'hui, est publié à un moment, donc 2007, où la question des inégalités sociales revient sur le devant de la scène. Donc pas simplement la question du salaire minimum, mais aussi la question de la négociation collective.
tout un débat aux États-Unis à partir de 2007 sur la réforme du droit du travail et la nécessité de promouvoir à nouveau la négociation collective pour combattre les inégalités. Dans ce débat aux États-Unis, il y a en fait assez peu d'intérêt pour les mobilisations sociales. En fait, la question des inégalités, la question du déclin des syndicats n'est pas liée dans les débats américains à la question des mobilisations. Pourtant, lorsqu'on consulte les statistiques qui sont disponibles, on voit que d'une part, le mouvement ouvrier s'est effectivement effondré aux États-Unis, puisque dans le secteur privé aujourd'hui, c'est à peu près 7% de la main-d'œuvre qui est syndiquée, beaucoup plus dans le secteur public. Donc il y a un véritable effondrement depuis les années 70 et on assiste à un phénomène quand même d'isochronie puisqu'il y a un effondrement parallèle de la pratique gréviste et des mobilisations collectives. Alors c'est un phénomène qui en revanche, celui de le déclin de la grève, qui est à prendre avec quelques pincettes conceptuelles parce que les statistiques dont on dispose ne sont pas parfaites. On pourra y revenir. Cela dit, le constat est à mon avis incontestable, une très très forte diminution du nombre de grèves aux États-Unis. On ne compte plus aujourd'hui que les grèves qui impliquent au moins 1000 ouvriers, mais on est passé en gros de 400 dans les années 70 à une vingtaine, une trentaine par an pour les années 2000. Donc dans ce débat qui est vraiment très prégnant à l'époque où Barack Obama est élu, et qui l'est plus encore aujourd'hui, les mobilisations ne sont pas importantes. Voilà. Et ce que fait Jerry Friedman dans son livre, c'est précisément les replacer au centre du débat. Ce que dit Jerry, c'est que les mobilisations ont tout à voir avec le déclin du syndicalisme. Et il propose une sorte d'équation qui à elle seule justifiait, en fait, à mon sens, cet ouvrage, c'est que la grève précède l'action syndicale. Et que sans revenir en fait à la pratique gréviste, on ne pourra envisager de croissance vraiment importante du mouvement syndical, et donc on ne pourra imaginer voir le mouvement syndical jouer un rôle dans le combat contre les inégalités, ce qui est quand même le projet qui reste celui des progressistes américains. Et ce que dit Jerry, et c'est là qu'il renouvelle vraiment le débat, c'est qu'il faut rompre avec une certaine tradition politique aux États-Unis et voir la grève comme l'expression d'une foi démocratique. En fait, tout le propos de Reigniting the Labor Movement, c'est de dire que les syndicats ont en grande partie délégitimé la grève, qu'ils se sont éloignés de la base, qu'ils ont peu à peu, par un processus de bureaucratisation croissante, sapé le militantisme ouvrier, et qu'ils ont aussi perdu de vue le caractère essentiel que revêt la mobilisation collective dans l'exercice, dans la construction quotidienne d'une démocratie. Et donc il propose ces deux axes de réflexion. Un, historiquement, statistiquement, on peut montrer que la grève précède l'action syndicale. Deux, cette grève-là n'est pas une grève qui est nécessairement liée à des intérêts, des objectifs économiques ou matérialistes, mais elle est avant tout l'expression démocratique de la capacité des ouvriers à se saisir de leur destinée collective. Et donc ce qui nous avait intéressé, c'était la possibilité de prendre ces deux propositions et de les mettre à l'épreuve, si j'ose dire, de les mettre à l'épreuve de l'histoire de plusieurs pays. La France avec Guy Groult et Stéphane Sirot, l'Allemagne avec Michel-Pierre Chéligny, la Grande-Bretagne avec Ralph Darlington, et ensuite les États-Unis avec
Joe McCarthy qui est à Georgetown et moi-même. Alors le livre est conçu vraiment comme un dialogue entre l'approche de Jerry qui est vraiment statistique, je vais vous la résumer très rapidement, et des commentaires et vraiment des articles qui eux sont plutôt n'ont pas recours à la statistique mais plutôt à l'explication historique ou sociologique plus classique. Ce que dit Jerry, c'est qu'en fait on peut prendre, je crois, 16 pays occidentaux sur une centaine d'années et regarder quelles sont les années où les syndicats ont vraiment vu leur je perds mes mots français, leur membership, le nombre d'adhérents croître. Et il dit qu'en fait, sur 1305 années, c'est ce à quoi il arrive, il y a vraiment 68 années au cours desquelles plus de la moitié de la croissance du mouvement syndical dans les pays occidentaux se fait. Donc il y a vraiment des bons spectaculaires dans les adhésions syndicales. Il dit que ces bons spectaculaires sont en grande partie corrélés aux vagues de grève. Ça c'est la deuxième chose, c'est-à-dire qu'on peut montrer que ces bons dans les adhésions syndicales sont en général précédés d'années où il y a des vagues de grève très très fortes. Ce qu'il dit, c'est qu'au cours du XXe siècle, la part de la main-d'œuvre qui participe à des grèves augmente. En revanche, la part des ouvriers syndiqués qui participent à des grèves ne cesse, elle, de diminuer. Donc il le montre assez bien. Et plus encore, dit-il, peu à peu, ce que l'on note, c'est que l'influence des grèves sur la croissance syndicale est en baisse constante. C'est-à-dire que petit à petit, il y a eu une baisse ou un déclin de l'idée syndicale dans les pays occidentaux. Donc ce sont ces deux propositions et cet argumentaire très statistique dont on a voulu discuter dans la grève en exil. Et je crois que tous les articles arrivent à une conclusion similaire qui peut se décliner en deux temps. La première, c'est que la thèse de Jerry Friedman est une thèse authentique, comme le dit Guy Groux, au sens où elle offre la possibilité de la discussion. Comme toutes les théories, elle peut sans doute être en partie réfutée, c'est le propre d'une théorie. Mais aucun des articles, en fait, ne conclut à la nécessité de réfuter la proposition de Jerry Friedman. Sans doute sommes-nous tous d'accord pour en accepter une grande partie, en nuancer certaines dimensions. Mais je crois que l'ouvrage conduit finalement à peut-être lui donner, par l'existence d'un livre qui complète le premier, encore plus d'épaisseur et in fine vraiment à montrer toute l'importance du livre que tu as écrit. Voilà. Ça y aura la D'abord, discussion. je m'excuse pour mon accent, j'étais né à New York. Je tiens à remercier Jean-Christian Guy, Stéphane Siro et les autres qui ont contribué à le livre. Et aussi les gens de 68 et 36 qui m'ont inspiré. Alors vous entendez où mes idées viennent. Comme Vinel a dit, Reigniting the Labour Movement consacre si peu d'espace aux stratégies vise à promouvoir la croissance syndicale qu'on critique a qualifié le livre de notice nécrologique du mouvement des fonds, plutôt que de manifeste pour sa relance. Mais je sais. Reigniting part d'un problème fondamental pour les sciences économiques et de l'étude des mouvements sociaux. Tous les mouvements collectifs, y compris les syndicats, sont confrontés à un problème de motivation individuelle. Des individus intéressés exclusivement à leur intérêt personnel ne contribueront jamais à un mouvement collectif, car ils espèrent pouvoir en tirer des bénéfices indépendants de leur contribution. Aux États-Unis, nous disons des free riders.
Voilà le problème avec le simple matérialisme. L'intérêt individuel ne peut jamais expliquer l'action collective. Toute action sociale, en particulier un mouvement des travailleurs relativement pauvres et faibles, je vais laisser. Au lieu de rechercher les origines du mouvement ouvrier dans les intérêts des ouvriers individuels, on devrait considérer la place du mouvement dans la construction sociale de la classe ouvrière et la société dans son ensemble. Il faut concevoir le mouvement ouvrier comme une école de la sociabilité et de la démocratie. Aveugles par la théorie matérialiste, les historiens ont négligé le modèle de croissance réelle de l'Union, la croissance par saut, brusque, par bande, comme Vinel a dit. La croissance est dans les moments de pratique transformatrice, moments de folie, comme Harry Zollberg a dit, avec un accent beaucoup mieux que moi. Au cours desquels les ouvriers oublient leur intérêt individuel, égoïste, pour se lancer dans un mouvement collectif. Comme mouvement collectif, le mouvement ouvrier a toujours été plus un état d'esprit qu'un phénomène purement matérialiste. Moi, David Ricardo, que Thomas Jefferson. Non pas tant une rupture avec le passé que la continuation des révolutions démocratiques de la bourgeoisie elle-même, comme 1789. Le mouvement ouvrier est un mouvement social visant à limiter le pouvoir du capitalisme et promouvoir la participation populaire, la poursuite par la classe ouvrière du mouvement républicain de la bourgeoisie. Reigniting. Les historiens étudient le mouvement ouvrier du point de vue du travailleur. Mais, à vrai dire, les grèves et les mouvements de protestation sont une forme d'effervescence collective de la classe ouvrière. Ils refaçonnent la conscience et transforment des individuels en une classe. Les grèves des manifestations ou chorales impliquent les ouvriers dans le processus collectif. Reigniting peut paraître utopique, révélant trop clairement combien dans ma jeunesse j'ai été inspiré par les événements de 1968. J'accepte l'accusation du romantisme et peux simplement dire pour ma défense que nous avons besoin de la poésie pour capturer l'esprit des grandes grèves et l'expérience transformatrice de la participation à des actions de masse. C'est à travers de telles expériences que les personnes arrivent à rejeter le raisonnement étroit de la rationalité individuelle. Dans ces moments, les gens vivent en poésie. Et en certaines perspectives romantiques est nécessaire pour saisir leur expérience. Les grèves font plus encore. À travers elles, les travailleurs affirment un nouveau système économique en défiant l'autorité du patron au nom de la démocratie et du droit des travailleurs à contrôler leur emploi en tant que citoyens. Les grèves remettent nécessairement en question le capitalisme de façon fondamentale. En gérant la grève, les ouvriers développent et démontrent à la fois une capacité d'autogouvernement responsible. Cela soulève des questions centrales de Reigniting. Les grèves sont beaucoup plus menaçantes pour l'autorité capitaliste que les syndicats. Le véritable défi pour le capitalisme ne vient pas des dirigeants syndicaux. Un défi bien plus sérieux vient du militantisme de base qui remet en cause l'autorité tout court au nom de la démocratie et de la participation populaire. Ce sont les revendications démocratiques avancées par les ouvriers eux-mêmes qui menacent un système fondé sur une autorité antidémocratique et la hiérarchie et céderont
les moments de folie que les ouvrières grévistes créent un mouvement politique pour une révolution démocratique. Les institutions de les syndicats ont toutefois une origine différente de celle des poussées démocratiques à l'origine des grèves et les moments de folie. Le syndicalisme de délégation et l'élite syndicale des fonctionnaires font facile les négociations collectives et détourner les énergies du mouvement ouvrier populaire vers celles qui permettent des accords sans remettre en cause les intérêts fondamentaux des capitalistes. Qu'en est-il alors de l'objectif fondamental du mouvement ouvrier de l'autorité renversée? En cela, nous sommes en accord. Le syndicalisme de la délégation oppose la démocratie syndicale. Peut-être le viendra réalisme appliqué à la conjoncture, mais encore c'est une stratégie de la défaite pour le mouvement ouvrier. Alors, confrontés au mouvement populaire, les capitalistes voient dans les syndicats une alternative relativement bénigne au soulèvement organisé. Si les grèves de masse et les protestations sont des révoltes démocratiques sauvages, les puissants dirigeants et appareils syndicaux sont considérés comme des alliés dans le maintien d'une forme de système autocratique. Reigniting Art identifie ici la patte faustien qui se trouve au cœur du mouvement ouvrier organisé. Les syndicats sont acceptés par les employeurs parce qu'ils limitent le mouvement en faveur de la démocratie populaire qui leur ont donné naissance. Comme Guy a dit, je localisais la crise de 1970 que le temps lorsque le mouvement du travail entrait baissé. Vu sous cet angle, le déclin du mouvement ouvrier était prévisible. En promettant l'ordre aux employeurs et la démocratie aux ouvriers, ces syndicats ont promis plus qu'ils ne peuvent donner. Il était inévitable qu'une partie ou les autres soient déçus. Avec le temps, les deux l'ont été. Pour moi, ce n'est pas une question d'économie, mais de la politique sociale. L'économie a changé pendant les années 70. Mais le change, c'était parce que les employeurs ont changé leur approche des relations du travail. De conciliation et la coopération à l'austérité néolibérale. Plutôt que les travailleurs qui perdent l'intérêt dans l'action collective, la montée des grèves dans les années 70 a été accompagnée par des demandes pour plus de droits et des réformes démocratiques au sein de l'entreprise. C'était les employeurs qui ont abandonné les syndicats. Militants ouvriers ont défié les dirigeants syndicaux et organisé dans des grèves sauvages à travers le monde. L'incapacité des syndicats pour contenir les soulèvements effrayés des capitalistes et leurs alliés politiques. Désenchantés par l'échec des interlocuteurs valables syndicaux, les capitalistes imaginent une nouvelle voie vers la paix sociale, voie sans syndicat. Cela a ouvert la porte à une nouvelle politique, celle de Thatcher, Reagan, etc., pour rétablir l'ordre avec un programme néolibéral. Politique économique après
les années 70 abandonnent l'objectif de plein emploi, de sorte qu'une armée de réserve des chômeurs restaurés pourrait être utilisée pour sanctionner le travail. Désormais, le nouvel ordre économique ne dépend non pas des syndicats ou des négociations collectives. Les expressions contrat social ou coopératisme social ont pratiquement disparu du vocabulaire économique. Les capitalistes ont appris des soulèvements des années 60 et 70 qu'ils n'avaient plus besoin des syndicats. Quels qu'étaient les souhaits des travailleurs, les organisations syndicales ont décliné parce que le patronat et les représentants de l'État ont découvert que n'en avons plus besoin pour maintenir leur propre légitimité et contrôler l'agitation sociale. Sur ce terrain théorique et analyse historique, je propose qu'un mouvement syndical renouvelé être construit à travers l'action transformatrice, ce qui Marx appelait revolutionary praxis. De façon assez étrange, ce sont des antisocialistes et anti-marxistes célèbres comme Alexis de Tocqueville et Émile Durkheim qui ont développé une alternative au matérialisme élémentaire. On explique que les conditions de changement social étaient créées par les gens à travers l'action sociale et non par les circonstances ou par les structures objectives. Marx, à vrai dire, dans les tests de Sir Feuerbach, appelait cela la pratique révolutionnaire, la transformation de la conscience indépendante des circonstances matérielles à travers l'activité sensible pratique de l'homme. Durkheim a décrit cela chez les aborigènes australiens qui utilisent la participation aux rituels religieux pour enseigner aux jeunes de leur communauté comment voir le monde. Tocqueville, de la même façon, considère que le caractère américain démocratique est formé par la participation à l'autogouvernement. La véritable mission du mouvement ouvrier est bien plus vaste que les salaires. Elle vise à offrir un véhicule pour la transformation démocratique du capitalisme à travers l'action collective. Les syndicats doivent redevenir des écoles pour la démocratie, ainsi pour le socialisme. Merci beaucoup. Merci Gérard. Je rappelle la